Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à une question immense, une question qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir en sciences économiques et sociales. Comment est-ce qu'on crée de la richesse? Et une fois qu'elle est créée, comment on fait pour la mesurer? Vous allez voir, ça nous concerne absolument tous les jours. Pour piger ça, on va partir d'un truc que vous connaissez par cœur, la pause déj. D'un côté, le repas à la cantine du lycée, de l'autre, le menu dans un fast-food. Bon, a priori, on se dit que c'est la même chose, le but c'est de manger. Et pourtant, d'un point de vue économique, c'est le jour et la nuit. On va voir pourquoi. Alors, pour décortiquer tout ça, voilà notre plan de match. D'abord, on va se demander, mais qui fabrique ces repas au fond? Ensuite, on verra qu'il y a une sorte de recette universelle pour produire à peu près n'importe quoi. Troisième étape, on apprendra le truc des économistes pour mesurer toute cette production. Et enfin, on se posera une question qui fâche, est-ce qu'on peut continuer à produire toujours plus indéfiniment? Allez, c'est parti pour notre première étape. Qui sont les producteurs? Parce que derrière chaque objet, chaque service, il y a des organisations avec des buts bien précis et qui ne sont pas toujours les mêmes. En économie, il faut tout de suite avoir en tête cette distinction fondamentale. D'un côté, on a la production marchande. Là, l'objectif est simple, clair, net, c'est de faire du profit, vendre plus cher que ça ne coûte à produire. Et de l'autre, la production non marchande, où le but c'est de rendre un service à la collectivité, soit gratuitement, soit à un prix qui ne couvre pas du tout les coûts. Prenons notre fast-food. C'est l'exemple type de la production marchande. Regardez bien les chiffres. Le sandwich, il coûte 66 centimes à fabriquer et hop, il est vendu 4,50 €. La différence, c'est la marge, le bénéfice. Le but du jeu ici, c'est la rentabilité. C'est ça une entreprise. Et maintenant, passons à la cantine scolaire. Là, on change complètement de monde. Le coût réel du repas, c'est 8 €. Mais les familles, elles, ne payent que 3,20 €. Alors, qui paye le reste? Eh bien, c'est la collectivité, via une subvention publique. L'objectif, ce n'est pas le profit, c'est l'utilité sociale. S'assurer que chaque élève puisse avoir un repas correct. Donc, si on fait le bilan, il faut retenir qu'il y a 3 grandes familles de producteurs. Premièrement, les entreprises, qui sont dans la production marchande pour le profit. Deuxièmement, les administrations publiques, l'État, les mairies, les lycées, qui font de la production non marchande. Et enfin, il y a les associations, comme les clubs de sport ou les ONG, qui ont aussi un but non lucratif. C'est clair pour tout le monde? On enchaîne avec la deuxième partie. Maintenant qu'on sait qui produit, la question c'est comment on produit. En fait, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a des ingrédients qu'on retrouve presque partout. Le premier ingrédient, c'est le plus évident. C'est le facteur travail. C'est tout simplement l'activité humaine, qu'elle soit physique, comme celle du cuisinier qui prépare les plats, ou intellectuelle, comme celle du comptable qui gère les factures. Sans travail, rien ne se produit. Le deuxième ingrédient, c'est le facteur capital. Et là, attention, petit piège. En SES, le capital, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est l'ensemble du matériel durable qui sert à produire. Les machines, les fours dans la cuisine, les ordinateurs, les bâtiments, tout ce qui aide le travail à être plus efficace. Donc, si on schématise, produire, c'est toujours un peu la même histoire. Au départ, on a des inputs, des entrées. On combine du travail, du capital et bien sûr des matières premières. Ensuite, il y a une phase de transformation où on utilise des techniques, un savoir-faire et à la fin, on obtient un output, une sortie, le produit fini, que ce soit un bien ou un service. Troisième partie, et là, on rentre dans le dur. C'est bien de savoir comment on produit, mais la question à 1 million, c'est comment on mesure toute cette richesse? Comment on passe de la valeur d'un simple sandwich à la richesse de toute la France? Le premier indicateur qu'on regarde pour une entreprise, c'est son chiffre d'affaires. C'est super simple, c'est le montant total de ses ventes. On prend le prix d'un produit, on le multiplie par le nombre de produits vendus, et voilà. Mais attention, le chiffre d'affaires, ce n'est pas la richesse réellement créée par l'entreprise. Pourquoi? Parce que pour faire son sandwich, le fast-food a dû acheter du pain, de la viande, de la salade à d'autres entreprises. Tout ce qui est acheté à d'autres et qui est détruit ou transformé pendant la production, on appelle ça les consommations intermédiaires. Et donc, si on prend le chiffre d'affaires et qu'on enlève toutes ces consommations intermédiaires, qu'est-ce qui reste? Il reste la valeur ajoutée. Retenez bien ce mot, c'est le concept clé. C'est la vraie mesure de la richesse créée par l'entreprise. C'est ce qu'elle a vraiment ajouté par son travail et son capital. Et maintenant, le coup de génie des économistes. Si on prend la valeur ajoutée de toutes les entreprises d'un pays et qu'on y ajoute aussi la valeur de la production des administrations publiques, eh bien on obtient le fameux produit intérieur brut, le PIB. Voilà d'où il sort. Regardez ce graphique, c'est le PIB de la France. On parle de milliers de milliards d'euros. C'est colossal. Chaque barre, c'est toute la richesse créée en France en un an.
On voit bien que ça évolue et on remarque la petite chute en 2020. Ça ne vous rappelle rien? Eh oui, la crise du Covid est passée par là. Et quand on calcule l'évolution du PIB d'une année sur l'autre, en pourcentage, on obtient ce qu'on appelle le taux de croissance économique. C'est ce fameux chiffre qu'on entend en boucle aux informations, la croissance est de 1%, la croissance ralentit, etc. Allez, dernière partie. On a vu comment on mesurait la richesse, on a vu que l'objectif c'était souvent la croissance, mais maintenant, il est temps de prendre un peu de recul et de se poser des questions critiques. Est-ce que cette croissance est toujours une bonne chose? Le PIB est-il l'indicateur parfait? Premier gros problème, le voilà sur ce tableau. Entre 1990 et 2018, la richesse mondiale, le PIB mondial, a plus que doublé. Super, non? Sauf que, dans le même temps, les émissions de CO2 ont elles aussi grimpé en flèche. La première critique du PIB, c'est qu'il est complètement aveugle aux dégâts qu'on cause à l'environnement. Une autre façon de voir ça, c'est le jour du dépassement. C'est la date à partir de laquelle l'humanité a consumé toutes les ressources que la planète peut régénérer en un an. Et regardez la tendance, cette date arrive de plus en plus tôt. En 2021, dès la fin juillet, on vivait déjà à crédit sur les ressources de la planète. Ça fait réfléchir. Deuxième limite importante, le PIB ne dit rien sur la répartition des richesses. Regardez cette comparaison entre l'Australie et la France. L'Australien moyen est plus riche que le Français moyen. Ok. Mais en Australie, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est bien plus grand qu'en France. Le PIB, c'est une moyenne. Et une moyenne, ça peut cacher d'énormes inégalités. Donc pour résumer ce qu'on a vu, le PIB, cette fameuse somme des valeurs ajoutées, c'est l'indicateur numéro 1, l'indicateur roi pour mesurer la production économique d'un pays. C'est un outil simple et puissant. Mais tout ça nous amène à la question finale, la question qui ouvre le débat. Si le PIB ne compte pas les dégâts sur la planète, s'il ignore les inégalités, s'il ne voit même pas tout le travail non payé, comme le travail domestique, est-ce que c'est vraiment le meilleur indicateur pour mesurer le progrès d'une société, son bien-être? C'est une immense question. Et aujourd'hui, plein d'économistes cherchent justement d'autres indicateurs. Je vous laisse méditer là-dessus.